Donc, un sujet au moins aussi passionnant, celui qui porte sur le transport des passagers. Et je vais inviter tous mes collègues, que je vais vous présenter au fur et à mesure. Le temps qu'ils vont s'asseoir, sauf M. Bonnel, je vais vous dire quelques chiffres qui vont vous faire peur, encore plus que Myriam. C'est-à-dire 50% de déplacements passagers se font pour moins de 5 km. Le taux de remplissage a baissé de 1,3 à 1,1 ces dernières années. Et enfin, on a 80% de nos déplacements intérieurs qui s'effectuent en voiture. Alors, quoi de mieux que de commencer par la recherche, l'innovation. Donc, j'invite M. Bonnel Christian, responsable de l'innovation d'Alstom, pour nous présenter des projets Alstom. Bonjour à tous. Oui, ça devrait le faire. Je tiens par avance à m'excuser par rapport au fait que je devrais vous quitter en cours de séance, parce que je dois prendre le train tout à l'heure. Alors, si on parle de mobilité durable et d'Alstom, je dirais ça fait vraiment partie de l'ADN d'une entreprise comme la nôtre. Et c'est tout naturellement qu'un certain nombre d'objectifs sont donnés à la fois sur les produits qu'on va proposer, mais aussi sur les moyens qu'on va mobiliser pour produire ces matériels. À ce titre-là, Alstom participe au COP et est membre fondateur de l'association sur la décarbonisation des transports. Donc, dans notre patrimoine, comme vous le savez probablement, nous avons toute la gamme des matériels ferroviaires et on peut souligner au passage donc, que sur le site de La Rochelle, nous sommes leaders sur les produits tramway et très grande vitesse. Donc, une petite marguerite pour quand même situer les enjeux sur des transports comme le ferroviaire. Comme vous pourrez le remarquer, on a deux contributeurs majeurs qui sont d'une part la matière première qui va être utilisée et, puisqu'on parle de matériels qui vont durer une quarantaine d'années, toute l'énergie qui va être mobilisée pendant la durée de vie. Donc, par rapport à ça, je dirais, les enjeux principaux et les objectifs qu'on se donne sur nos matériels vont concerner tout ce qui va être associé à l'efficacité énergétique, l'utilisation de matériaux propres, le recyclage. Donc pour ça, on s'appuie notamment donc, sur un réseau d'experts qui nous permettent de suivre toute la réglementation qui est associée à tout ça. Donc on parlait d'économie d'énergie. Vous comprenez bien que sur du matériel comme le ferroviaire, c'est un enjeu majeur du fait de sa durée de vie. Donc les leviers sur lesquels on va agir, ça va être d'une part tout ce qui va concerner la réduction de l'énergie nécessaire pour déplacer le véhicule. Donc ça va passer par de la réduction de masse et réduction de la résistance à avancement. On va travailler sur tout ce qui va être rendement, que ce soit sur les chaînes de traction, les systèmes de chauffage et de climatisation, et ensuite sur toute l'intelligence qu'on va pouvoir mettre autour avec les systèmes de récupération d'énergie, etc. Sinon, donc, on a beaucoup parlé aussi de décarbonisation. Je reviens notamment sur ce que présentait tout à l'heure Françoise Coutan. Et là, vous avez deux illustrations de produits qui montrent l'implication d'Alstom dans la décarbonisation. Donc, vous avez cette locomotive qui, sous son look un petit peu rétro, est extrêmement moderne, puisqu'elle va combiner des solutions de batterie avec une motorisation diesel pour minimiser les émissions de CO2 dans les zones urbaines et donc dans toutes ces phases de manœuvre, puisque c'est des locomotives qui vont beaucoup fonctionner à basse vitesse. Le deuxième projet, c'est ce type de technologie qu'on va retrouver sur les TER hybrides qu'évoquait Françoise Coutan. Au passage, c'est des batteries du type de celles qu'on met aussi sur nos tramways. L'autre innovation, que je vais vous redétailler un petit peu plus derrière, c'est le train à hydrogène. Et pour lequel donc, Alstom a le premier train à pile à combustible qui fonctionne. Donc, ce qu'il faut bien voir dans les enjeux autour du train à hydrogène, c'est que à peu près 25% des transports de passagers en Europe
s'effectuent sur des lignes non électrifiées, donc qui au jour d'aujourd'hui sont réalisées par des trains diesel. C'est à peu près 10% en France. Et donc, il faut vraiment voir l'hydrogène comme une alternative à l'électrification de ces lignes. Le gros intérêt, c'est qu'effectivement, la seule émission qui en résultera, ça sera de la vapeur d'eau. Une autonomie qui est globalement compatible avec l'exploitation visée. Et donc, c'est un développement qui a été fortement poussé en Allemagne, où nous avons un site de production, donc avec notamment au travers d'un accord avec la région de Basse-Saxe, et donc un projet qui, en à peine plus de 6 ans, va permettre de passer d'une idée à un service commercial. Donc, là aussi, ça fait partie des axes sur lesquels nous sommes en train de discuter avec la région, Nouvelle-Aquitaine et d'autres. Donc, au-delà de ça, je dirais, Alstom fourmille d'idées autour de solutions propres et durables. Donc, parmi ces solutions, on peut illustrer le bus Aptis, qui va se baser sur une technologie issue du tramway, donc qui va notamment se caractériser par des roues aux 4 extrémités pour une meilleure maniabilité, qui va se caractériser par des surfaces vitrées largement supérieures, donc une nouvelle expérience passager. N'oublions pas que tout ça n'est valable que si le passager, l'usager se sent pleinement investi et intéressé et y trouve de nouvelles manières de se déplacer. Ça va passer par le système de recharge par le sol. Donc, on va dire en tant que citoyen de la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez en tête la solution d'alimentation présente à Bordeaux par un 3e rail. La nouvelle génération qui est maintenant en application à Nice, ce n'est que des points de rechargement au niveau des stations et des batteries qui assurent l'autonomie d'une station à une autre. On réduit l'empreinte au niveau des infrastructures. N'oublions toujours pas les usagers, donc c'est aussi le placer au sein d'un dispositif innovant, gérant l'intermodalité pour plus de fluidité dans les transports. Dans ce contexte-là, on peut souligner qu'Alstom est aussi partenaire et actionnaire de la société EasyMile qui développe des navettes électriques autonomes. Autre accord de partenariat, ça va intéresser nos amis du transport de marchandises. Nous travaillons avec Volvo pour transposer la technologie d'alimentation par le sol sur des camions. Donc ce n'est pas une caténaire, c'est un rail dans le sol. Et donc là, il y a une autoroute en Suède, une autoroute prototype qui utilise cette technologie. Et puis, une nouvelle fois, n'oublions pas le transport l'usager au sein de ce dispositif avec un maximum de connectivité, de fluidité dans ses déplacements. Et donc, si on résume un petit peu la vision d'Alstom autour de la mobilité, on va pouvoir retenir 3 axes. Des trains propres et autonomes, un voyage fluide et multimodal pour vraiment garder l'usager au sein de ce déplacement, et une infrastructure, là aussi, pour minimiser l'impact écologique de ces solutions. Bon, puisque Christian nous avait parlé déjà de la route intelligente, on sait tous que voilà, c'est un concept d'avenir, mais que pour faire de la route un acteur vraiment actif, il faut lever quand même des verrous scientifiques et techniques très importants. Et pour ma part, je dis bravo à tous ceux qui tentent ce type d'innovation, puisque c'est pour moi un pas audacieux en avant. Je fais allusion à Wattway. Nous avons invité notre ex-étudiant de l'EXI, Pierre Rodriguez, qui est ingénieur de développement Wattway chez Colas, pour nous parler un peu des évolutions que l'on attend de Wattway, perspectives de développement à l'international et comment est-ce que l'infrastructure routière peut servir
au-delà d'un simple support de... Toutes et à tous. Donc, ouais, effectivement, je souhaitais le thème de la thématique de Wattway, des nouvelles infrastructures. Ce thème-là rebondit à ce qui a été dit un peu auparavant, c'est-à-dire que la route, on change de paradigme, on change de logique, on passe d'une logique de transport et d'infrastructure à une logique de mobilité et de service. La mobilité de demain, elle est probablement, très probablement même électrique et autonome. Donc l'intérêt d'avoir des véhicules électriques, il est là, mais si c'est pour produire cette électricité de manière carbonée, finalement l'intérêt devient nul. Donc il faut vraiment qu'on repense les infrastructures et apporter de nouvelles solutions. Donc l'idée de Wattway, c'est dans cette logique-là, c'est-à-dire utiliser les surfaces existantes routières qui sont importantes. Il y a 1 million de kilomètres de route en France, vous faites 1 million de kilomètres fois 7 mètres de largeur, ça vous fait 7000 km² à peu près de superficie à utiliser. Donc si on est capable d'apporter une nouvelle fonctionnalité à cette route-là, donc une production d'énergie, on répond à la problématique d'approvisionnement de l'énergie. Alors, on est sur une route, ça nécessite d'avoir un retour d'expérience, parce que la route, il suffit de faire quelques kilomètres en voiture pour se rendre compte qu'une route, ça travaille, c'est soumis à des contraintes extrêmement fortes. Donc il faut qu'on ait un produit qui soit durable. Et donc pour ça, il faut expérimenter. Donc le concept en laboratoire, c'est une chose, sur le papier, c'est une chose. Mais maintenant, il faut faire des essais en réel. Et c'est ce à quoi on s'est astreint depuis ces derniers mois, ces dernières années, enfin les 2 dernières années exactement, pour avoir une solution qui soit durable dans le temps, mais aussi qui soit aussi financièrement acceptable. On est sur un marché de l'énergie, le photovoltaïque. Le nerf de la guerre, c'est le kilowattheure. Donc faire de l'innovation, c'est bien. Au début, ça coûte cher, mais au bout d'un moment, il faut quand même un peu rentrer dans les clous au niveau du prix. Donc il faut penser de manière un peu plus industrielle, de manière un peu plus importante, et tout faire pour faire baisser le prix du kilowattheure. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on est sur de la production photoélectrique. La première installation photoélectrique sur une maison, on était à 50 € du watt crête. Aujourd'hui, sur les fermes solaires, on est de l'ordre de 30 centimes. Voilà, donc il y a eu quand même un sacré gap qui a été passé. Bon, il y a eu 40 ans de retour d'expérience. Donc il faut laisser un peu le produit évoluer, laisser sa chance au produit, comme on pourrait dire. Wattway, ça s'inscrit dans donc comme j'ai dit, dans la logique de changement de paradigme, de transport d'infrastructure, une logique de mobilité et de service. C'est-à-dire que la route va devoir fournir de nouvelles fonctions, mais va devoir être aussi source de data. La data, c'est un peu l'or noir du XXIe siècle, hein, le numérique. Tout le monde cherche à recueillir de la data. Donc, ce sur quoi on travaille également en parallèle de Wattway, c'est comment la route va être capable de nous fournir de la data et de l'information, notamment sur la maintenance et l'entretien des routes. C'est-à-dire comment on va être capable d'avoir des routes en bon état, de prévenir cette maintenance-là pour assurer un transport de qualité. Je vous passe le grand débat sur l'état des routes en France. Mais voilà, on est vraiment là-dedans. L'idée, c'est vraiment d'acquérir, de numériser, d'analyser et ensuite d'informer, de sécuriser pour prévenir cette maintenance-là et cet entretien des routes. Et après, l'idée... Wattway, qu'est-ce que ça vient de faire là-dedans? C'est qu'on a une infrastructure qui est capable de résister. En fait, tous les grands défis de l'ingénierie, c'est d'être capable de fournir des capteurs, d'installer des capteurs dans la chaussée qui vont être durables dans le temps. Actuellement, les capteurs qui existent durent 3 ans grand maximum, et il faut les changer tous les 3 ans. Donc si on est capable, alors que la durée de vie d'une route, alors bien évidemment ça dépend du trafic, il y a deux types de véhicules qui roulent dessus, mais on est entre 5 et 25 ans. Donc voilà, tous les grands défis des ingénieurs de demain, routier, ça va être celui-ci. Et puis ensuite, le troisième axe de travail, ça va être proposer des nouveaux services grâce à la route, notamment autour du stationnement. Vous savez que le stationnement, notamment dans les grandes villes, ça devient un véritable calvaire. Ça devient un véritable calvaire. Donc du coup, il faut qu'on intègre de l'intelligence vraiment dans la mobilité de demain, notamment sur le stationnement. Alors par exemple, il y a
ce qui a été fait chez nous, par exemple, c'est de placer des capteurs sur le plateau de Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est le plateau économique universitaire, c'est là où il y a l'école polytechnique notamment, et de pouvoir, là où c'est multimodal, il y a des trottinettes, des véhicules, des poids lourds, des étudiants, des habitants. Donc l'idée, c'est de placer des capteurs sur les places de parking, que ce soit des parkings de livraison, bicyclettes, poids lourds, etc. Et ensuite, grâce à la numérisation et à l'instantanéité des données, on est capable de se faire un itinéraire grâce à une application et de pouvoir directement aller chercher la place de parking sans devoir tourner. Et un chiffre sur Paris que j'avais eu l'occasion de donner aux universités d'été l'année dernière, c'est 21 minutes, c'est le temps moyen pour trouver une place dans Paris. Voilà, 21 minutes, c'est une éternité hein, quand on cherche une place. Je vous propose de faire l'expérience un de ces quatre, mais voilà, c'est vraiment une éternité. Donc en fait, voilà, l'idée globale, c'est d'intégrer de l'intelligence vraiment dans la mobilité de demain, grâce à la data, à la donnée. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, Enedis, c'est une filiale du groupe EDF hein, qui a été créée il y a une dizaine d'années. Auparavant, nous étions entreprise intégrée. Et ce qui a été dit tout à l'heure pour EDF à La Rochelle, bien sûr, je le reprends à notre compte, puisque nous avions créé avec la ville de La Rochelle un centre technique d'essai des véhicules électriques. Et nous avions, comme la ville d'ailleurs, des Saxo et des 106 électriques que l'on a testés dans notre entreprise. Alors, cinq raisons pour expliquer pourquoi Enedis est embarqué dans la mobilité électrique depuis longtemps. La première raison, c'est tout simplement du fait de notre activité. Nous sommes opérateurs de réseau et les bornes de recharge pour véhicules électriques vont être directement ou indirectement reliées au réseau public de distribution d'électricité. Alors ce réseau de distribution d'électricité, il est conséquent, hein, il est conséquent en France. Il est de plus d'1 300 000 km de réseau et chaque année, nous raccordons à peu près 360 000 nouveaux clients. Nous avons 35 millions de clients à l'heure actuelle. Donc l'activité tourne essentiellement autour du raccordement des clients. Et nous avons l'ambition de, bien sûr, contribuer au programme électromobilité en raccordant d'ici l'année 2030 les 7 millions de bornes de recharge qui sont attendues dans le cadre des décisions gouvernementales. Aujourd'hui, il y a environ 25 000 bornes qui sont sur le domaine public en France. Deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, l'électromobilité représente un véritable défi collectif. Et comme vous l'avez dit, Enedis est à la fois une entreprise nationale et une entreprise locale. Nous avons environ 1000 points d'activité sur l'ensemble du territoire métropolitain et nous travaillons en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier les collectivités territoriales qui, comme ça l'a dit tout à l'heure, sont aujourd'hui les entités, les collectivités, notamment les régions et les intercommunalités qui vont être les porteurs de l'électromobilité d'aujourd'hui et de demain. Alors, mon voisin a également évoqué l'aspect des data. Plus nous allons outiller notre réseau de distribution en matière de captage d'informations, plus ces data concernant l'utilisation du réseau, la capacité du réseau à délivrer de l'électricité à tel ou tel point du territoire, plus ces data vont être importantes et vont pouvoir être mises à la disposition des différents acteurs. Nous avons actuellement sur des plateformes Enedis en libre accès gratuit un certain nombre d'informations qui permettent aux acteurs des territoires de retrouver donc des données essentielles concernant la consommation, la production et la disponibilité du réseau. La troisième raison, c'est parce que l'électromobilité contribue à la transition énergétique et écologique dans laquelle nous sommes également engagés. Alors, vous avez tous entendu parler de smart grid, de réseaux communicants, de compteurs communicants. Nous travaillons également dans notre entreprise sur des fonctions avancées de conduite qui permettent de conduire le réseau électrique, de dépanner le réseau électrique à distance grâce aux automatismes. Et nous travaillons également avec des opérateurs sur des capacités de stockage. Donc le réseau qui existait et qui était conduit d'une certaine manière il y a quelques années, tout simplement quelques années, pas forcément des dizaines d'années, eh bien aujourd'hui ce réseau il a considérablement évolué. Il ne s'agit plus de véhiculer un électron d'une centrale de production vers des consommateurs, mais de faire en sorte que l'ensemble des producteurs, et ils sont nombreux, l'ensemble des consommateurs puissent gérer leur électricité en toute intelligence et un réseau qui aujourd'hui accueille à la fois des producteurs, des consommateurs et un électron qui ne va plus forcément de l'amont vers l'aval, mais qui parfois remonte de l'aval vers l'amont.
La quatrième raison, c'est que Enedis est un acteur proche des territoires, je le disais tout à l'heure, est un acteur également qui porte un certain nombre de missions de service public, et nous sommes très attachés à répondre à ces missions de service public. En particulier, nous sommes un opérateur neutre et non discriminatoire, c'est-à-dire que nous fournissons, je le disais, à l'ensemble de nos clients le même service, quel que soit le point du territoire et au même prix. Nous mettons à disposition de nos clients, de nos partenaires, les mêmes informations, dans les mêmes conditions économiques. Donc ces éléments constituent pour nous le socle de notre mission de service public, et la mobilité électrique est un des éléments qui participent au mieux vivre ensemble, au partage et au service public de l'électricité. Et puis le dernier élément qui est important pour nous, c'est que ce sujet de la mobilité est véritablement un sujet qui va transformer l'entreprise. Il y a quelques semaines, le comité exécutif d'Enedis a décidé de mettre en place un programme spécifique pour la mission développement de la mobilité électrique. Alors rapidement, comment ce programme, ça va être très rapide, comment ce programme va être décliné sur l'ensemble des territoires et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. On a ciblé 3 actions essentielles pour nous. La première action, c'est bien sûr d'être exemplaire dans notre activité de distributeur, de gestionnaire du réseau. C'est-à-dire faire en sorte que lorsque vous demanderez un raccordement électrique pour une infrastructure de charge, vous puissiez être accordé dans les meilleures conditions technico-financières. Nous allons également investir, nous allons poursuivre nos investissements sur le réseau pour qu'il soit en capacité d'alimenter l'ensemble des structures que vous souhaitez développer sur le territoire. Et puis enfin, nous allons être encore plus exemplaires puisque notre flotte, qui est la deuxième flotte d'entreprise en matière d'électromobilité, continue à évoluer. Nous avions des Zoé de première génération, nous sommes passés aux Zoé de deuxième génération. Nous avons des Kangoo électriques et nous allons adopter une expérimentation sur la région avec un master électrique pour les techniciens. Le deuxième élément pour réussir cet accompagnement, c'est de faire en sorte qu'avec vous, on travaille sur l'innovation. Donc, je le disais tout à l'heure, l'innovation au travers de la conduite des réseaux, au travers des systèmes de comptage, au travers de la flexibilité des réseaux, du stockage, de l'interopérabilité et de la mise à disposition des données. Tous ces thèmes-là sont des thèmes qui sont développés actuellement dans l'entreprise et que nous allons poursuivre. Au niveau national, bien sûr, nous avons une action auprès des pouvoirs publics pour sensibiliser les pouvoirs publics aux nécessaires levées de freins qui existent actuellement. Et puis, nous sommes en veille également sur tous ces sujets-là avec l'ensemble de la filière. Dernier point, notre ambition, c'est de construire avec vous l'électromobilité de demain, c'est-à-dire de nouer des partenariats. Alors, nous avons déjà un certain nombre de partenariats avec des industriels. Ça a été le cas, c'est le cas avec Alstom, c'est le cas avec Bouygues Energy System, par exemple. C'est le cas avec des associations, comme l'association Nouvelle-Aquitaine Mobilité Électrique, qui rassemble un certain nombre d'opérateurs sur la région Nouvelle-Aquitaine et qui participe aux travaux du COPTEC qu'a indiqué Françoise Coutan tout à l'heure. Et puis, c'est également essayer de communiquer davantage sur l'électromobilité parce qu'on s'aperçoit, on a été au salon de l'automobile de Poitiers il y a quelques semaines, on s'aperçoit que le consommateur final n'est pas complètement encore au fait de toutes les innovations que vous développez, que nous développons ensemble. Et notre ambition, c'est également de contribuer à cette communication. Merci. Merci à tous. Oui, je vais parler en tant que local de l'étape. J'habite depuis 30 ans à La Rochelle, mais aujourd'hui, je travaille pour une start-up californienne qui, grâce à Dieu, est épargnée par les incendies. Et aujourd'hui, ces solutions dont on pourra les développer à la pause sont importantes aussi dans la reconstruction de la Californie qui aujourd'hui va avoir besoin de ressources énergétiques pour se reconstruire. Donc aujourd'hui, e-Motorwerks est une start-up d'à peine une centaine de personnes. Moi, j'étais dans les premiers 50 de cette entreprise, en charge de développer les solutions surtout de smart charging, c'est-à-dire des softwares et des hardwares contribuant à rendre les véhicules électriques comme étant des réserves d'énergie sur roue. Donc on pourra y revenir. Donc e-Motorwerks est classé au top 100 des clean tech mondiales, à côté de BlaBlaCar, qui fait l'actualité, comme vous l'avez souligné. Nous, on est dans la rubrique énergie. Et on a intéressé le groupe Enel, donc sa filiale renouvelable, Enelix, qui a acheté 3 entreprises fin 2017 aux États-Unis. Donc, e-Motorwerks a été reconnu par ses solutions très innovantes. Vous savez que c'est le territoire des disrupteurs, Tesla.
Donc on fait modestement partie de cela dans le fait qu'aujourd'hui, on va chercher des entreprises, des fournisseurs d'énergie locaux comme Sonoma Clean Power. Donc je laisserai les étudiants faire des recherches sur le sujet. Donc nous offrons avec Sonoma Clean Power des bornes de recharge individuelles à tous les conducteurs de véhicules électriques, de manière à ce qu'ils contribuent également à l'équilibrage du réseau et à l'effacement des pics de charge qui sont effectivement très présents aux États-Unis. Donc les énergies renouvelables étant les constitutions majeures de la production d'énergie de Sonoma Clean Power, donc il a été décidé de mettre en place ces pilotes dont on espère qu'ils pourront un jour se déployer en France. Alors en fait, Enel n'est pas présent aujourd'hui en France. Bon, mon confrère, je pense, le sait évidemment. Donc on est présent surtout dans les pays d'Europe du Sud, la Roumanie et l'Amérique du Sud. Donc Enel est un des premiers acteurs privés d'énergie, opérateurs d'énergie dans le monde, également des premiers producteurs et opérateurs d'énergie renouvelable, et donc a toute légitimité pour développer ces solutions. Alors quelques mots sur le marché automobile quand même français. On sort d'un mondial de l'auto qui a fait la part belle aux véhicules électriques. Le marché, il faut le relativiser, c'est 1,2% en fait des ventes de véhicules neufs aujourd'hui, même s'il a augmenté de plus de 64% au mois d'octobre. Donc on peut imaginer qu'il y a encore de belles perspectives. On est déjà à environ 30 000 véhicules à fin octobre, donc on va terminer à plus de 30% en fait de véhicules, mais véhicules électriques. Si on pense que dans 2025-2030, on va arriver à 1 million de véhicules, il y a toujours un petit peu les oiseaux de mauvais augure qui prédisent effectivement des demandes en énergie qui déstabiliseraient complètement les réseaux. Donc c'est du pur fantasme, effectivement. Donc je ne rentrerai pas dans les chiffres, mais les productions énergétiques françaises, même si on réduit, on passe de 75% de la part nucléaire à 50% d'ici quelques années. L'augmentation du parc automobile, évidemment, pourra générer quelques distorsions de demande d'énergie. Et c'est là que, effectivement, toutes nos solutions, notamment en software et algorithmes prédictifs, ont tout leur sens. Dans la participation aussi des conducteurs comme élément de régulation de ces pics de charge. Donc, ce que je voulais effectivement me souligner également, on le dit jamais assez, la recharge se fait essentiellement à domicile, mais il n'y a pas de salut sans infrastructure de recharge digne de ce nom. Et nous sommes dans une région, et pour être local de l'étape, et certains me connaissent ici dans la salle, je suis un militant farouche du déploiement d'infrastructures dignes de ce nom. Donc j'espère qu'on va être vertueux. Donc les responsables régionaux sont fait l'engagement. Donc aujourd'hui, pour éviter que la Charente-Maritime soit par exemple un désert, et donc avec mon ami Jean-François Villeray qui organise des tours véhicules électriques de sensibilisation à la conduite de véhicules électriques, nous essayons de militer justement pour avoir un mix tout à fait convenable d'équipements d'infrastructures de recharge. Donc en fait, j'éviterai de faire très long. Il est important également de souligner que le stockage, la production d'énergie renouvelable et le stockage a tout son intérêt. Et donc certains de mes amis roulent en véhicule électrique et produisent eux-mêmes leur énergie et rechargent avec leur propre énergie produite. Et ils se disent qu'effectivement, c'est un des meilleurs placements financiers qui existent aujourd'hui par rapport au coût des installations. Donc, pour revenir sur la Californie qui brûle, donc le véhicule to home, le véhicule to grid, le véhicule to X demain, donc qui va permettre de bénéficier de toutes les hautes technologies en termes de NTIC et d'objets connectés, vont contribuer à changer ce rapport à l'automobile, aux mobilités, en mode individuel ou partagé. Alors, je conclurai d'ailleurs sur une phrase qui fait faire écho à Gérard Felzer et son passé d'aviation, donc en citant Saint-Exupéry, qui dit pour ce qui est de l'avenir, il ne suffit pas de le prédire, il faut tout faire pour le rendre possible.
Et nos amis américains sont très pragmatiques, un peu moins politiques, hein, mais ils ont résumé ça en Yes, we can. 3 mots. Donc j'espère que justement on va, au travers des solutions que nous déployons, convaincre, et c'est le rôle qui m'est assigné aujourd'hui, avec l'ensemble de nos partenaires, dont mon voisin aussi, à faire bouger les lignes en termes de rapport à l'automobile et à la mobilité. Voilà, je vous remercie. Bonjour, and that's the only word you will hear from me, I think, in French. Switch to English. I did a course, I think, a long time ago on trying to learn French, but I wasn't successful and I gave up, so probably I need to go back and try to learn it again. When I was asked to do this talk, I looked at it and it's about sustainability of mobility, sustainable mobility. I thought about it, and we can't have sustainable mobility without sustainable energy. And if we are talking about e-mobility, then we need sustainable electricity, sustainable electrical energy. So this talk really is to look into these two, the synergy between electricity, energy, and mobility, and whether we can do both of them sustainable. And if we look a little bit in the history, I think in the late 19th century or towards the end of the 19th century, both sectors were developing, the commercialization of the electricity supply, commercialization of the transport sector, and we had the first electric car there before the internal combustion engine, and at the same time we have the first DC generator generating electricity for commercial use. And then electricity moved from DC to AC, evolved over the 20th century, and we can't live without electricity. DC also is coming from renewable energy, from PV. On this side here, we moved from electric to internal combustion engine. We can't live without them these days, and now we are moving into a new era also of electric vehicles, electric mobility. And there is this dilemma, I think it covered both of them, the electricity sector and the transport sector. We want sustainability, we want affordability, and we want security of energy supply also, because these cannot work with energy supply. And these are linked. We can't do one without thinking of the other one. We have to think of all the three together. And if we look at CO2 emissions, and although I couldn't understand most of the presentations, but from the slides I could gather, and there were a few slides, I think, talking about this. And I think this is not much different probably from one of the slides we saw earlier. And this is the UK perspective, and you can see where we were in 1990, 2013, where we want to be in 2050, the 80% reduction in CO2 emissions. It's a very challenging target. It's very difficult to achieve, but we are getting there. But not with, when we look at the picture overall, the world is not doing the same. So if we don't tackle CO2 emissions globally, I think Europe or UK, France will be struggling, I think, to affect or change the world. If we look at the different sectors contributing to CO2 emissions, again, one of the slides, I think, previously, probably not much different from this. We have these 4 contributing sectors: electricity supply, transport, manufacturing, and residential. Manufacturing, we need industry. We can't really touch industry. We need energy for industry to keep the wealth, to keep the society going. If we look here, you can see the difference. You can see industry is doing a lot better than other sectors, than transport, for example. This one, not much change in transport. Electricity is not doing bad, but it's the transport that we are not moving well in it. If you look at the transport sector, passenger cars comes first in contributing to CO2 emissions, and then edge GVs and the rest. Electric vehicles are not green unless we charge from renewable energy. And I think I like this graph because it shows the most efficient internal combustion engine, which is better than driving electric vehicle in Germany. So if we want to be efficient, this is Norway, because of the hydro they have.
their electric vehicles are green. France, because of the nuclear you have also, is not too bad, but we have to consider nuclear implications. UK in the middle, and so on. So really, we have to look into charging electric vehicles from renewable energy in order to be really sustainable. We have to look into the mix of energy generation, electricity, how electricity is being generated, and then decide where is the best time to charge electric vehicles. When is the best time when we have low CO2 emissions? We need to exploit the synergies between transport sector. When is the car available to charge? When is renewable energy being generated? During the day, PV generates. Can we charge the vehicles when PV is generating? Can we charge a vehicle from local generation? We have many houses, buildings these days with PV. If we look at what's happening in the energy sector, renewable energy, I think I mentioned the targets there, 2020, 20 European targets. Many countries, I'm not sure about France, but in the UK, we have passed the 20% contribution from renewable energy. In fact, we are more than this even before getting to 2020. And these are the figures. And as you can see, we have about 13 gigawatt solar PV generation at the moment. And this is expected to increase further in 2020. I was surprised to see France was lower than this, despite all the sunshine you have here. I understand it's about 8 gigabyte installed capacity. I was expecting a lot more than this. In Germany, they are doing even better. They have about 42 gigabyte of installed capacity, and about 90% of this is rooftop PV systems. So they are close to where the chargers are. So if we can just charge electric vehicles or design chargers to charge when PV generation is available, that will save a lot of CO2 emissions. And you can see here, this is 2030 prediction. One of my students did this analysis. And based on the expectation of future renewable energy generation, there will be a lot of curtailment of wind during the night or even PV during the day. Why we don't use this to charge electric vehicles? If we look at some of the statements coming in the media, I think one of Ofgem is the Office of Gas and Electricity in the UK, the governing body in the UK. And a senior manager was talking about in the future probably electricity will not be possible to use when you want it, and so on. He was putting many question marks on the future electricity or energy use. National Grid was talking about using very small spare capacity these days. At 1.2, I think a few years ago, it was % of the installed. When I did my studies, I was told it has to be 17.5%. We dropped from 17.5 to 1.2. And then this tells me two things. One thing is control engineers are getting very smart in running the system with such a small capacity, so we are doing well. But on the other side, also there is risk there we have to consider. A few years ago, there was flooding in Cumbria, and this resulted in many people losing supply. Everything stopped, life stopped, and the Royal Academy of Engineering set up this document, Living Without Electricity. Can you imagine also if we have electric vehicles and we lose electricity? We will lose transport as well. So this is serious, and the last thing I had, I think this was about a month ago in October, 11th of October, the head of R&D at BMW saying electric vehicles will never be as cheap as petrol or suitable for long distances. And the biggest issue is the battery. We need high energy density battery. So I think looking at these all together, renewable energy, we are not doing bad, I think, and the forecast is in the future, it will become cheaper to generate electricity from PV systems, as you can see here. So charging from PV systems is good for the environment and will be commercially good also. So there's no problem with this. As the problem with the battery. The battery is about half of the cost of the electric vehicle. So we need to have cheaper battery, high energy density battery, high power density, and so on. And there are different ways of doing this. We need to look at the vehicle as the way we are looking at the total cost of ownership of the vehicle rather than just the initial cost.
So we can do a lot to reduce the cost of the EV by economy of scale, mass production, but we also need new battery technologies, and there is a lot of work going into this, trying to get cheaper batteries and higher energy density batteries. And the future is good, it's not bad, but still we will never be able to get to the energy density of fossil fuel. So we need to have different way of thinking in driving of electric vehicle. I had another slide, but I had to take it because of the time. I was involved in a project a few years ago, and when some of my colleagues drove from Norway to London using electric cars. The only way they did it was planning charging points on the way, but they did do it. Other ways of reducing the total cost of ownership is by using smart control to reduce degradation of the battery, the most expensive part of the vehicle. And we have been doing some work at Northumberland Newcastle to try to see if we can find ways of smartly controlling the battery to try to extend battery life. And with smart control, you can reduce battery degradation. I think we managed to reduce it by about 12.5% of the useful life, of the 20% life in the vehicle. So which is good achievement to reduce the total cost of the vehicle. Other ways of reducing the total cost of ownership is by using the vehicle as energy storage. It's a great energy storage. Typical car will have 20 to 30 kilowatt hour, more than enough to supply the house, typical house, for a day or two. I don't need the grid. I can use the electric car to supply my house. I can use it to support the grid even and get some money for that. And also charge from renewables, help the environment and also help renew the grid from the impact of intermittency of renewable energy. And finally, deploy second life batteries, deploy the electric vehicle battery for stationary, as a stationary storage to support the grid, to support your PV system at home, and so on. In the UK, they are currently, I think, investing 246, even more than this, because initially they announced 20 million for V2G. As I understand now, it is touching 30 millions. So there is a lot of interest, I think, in this area to try to reduce the total cost of ownership of EVs. Can we have sustainable energy and transport? I think we can. We have been working with colleagues from Netherlands, from Belgium, from Norway to try in this project, Interreg project. And I think for about 2 years, and we still have another year to go. We have been looking into living labs, we call them, or operational pilots. Anything from a city of Amsterdam there to small house in the UK. We have been collecting data and trying to analyze 3 key performance indicators. One is to reduce CO2 emissions. Another one to use local renewable energy, so energy autonomy, and finally to try to reduce the grid infrastructure, to reliance on the grid. And we did so far analyze the data for this house here in Loughborough in UK, and we managed to get, despite they are using smart charging also, but just by changing the way the charging and discharging to support the grid is done, we proved that we can improve energy autonomy, we can reduce CO2 emissions, and we can reduce grid reinforcement. In fact, this is using ordinary tariff. If we use dynamic pricing, and this is what will happen in the future, we can even increase these figures here. These are the 4 things that we want to work on, which will give us healthy environment and at an affordable cost, which is sustainable transport and electricity. We have the grid, which can be as a good backup for us. We have renewable energy generation, especially local renewable energy generation. Electric vehicles, a great storage coming. And we have new technology to help us do this. People are getting smarter, all of us with mobile phones, and we can do a lot of things, a lot of smart charging, smart control. All we need is appropriate policy to encourage this, and everybody is happy. I've got a few flyers available there if you want when you finish the presentation. This is the last slide. It's just the consumer at home, in the business, in
government building, council, everywhere where you are, if you have your own local generation, your own local e-transport, electric transport, we will be able to work out our energy autonomy locally and then rely on the outside, on the grid side, just when we need it. Thank you.